Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Prosper va nous faire une présentation sur l'Alzheimer. Et docteur Prosper, vous pouvez commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Joey Prosper. Ma spécialité est la médecine interne et aussi soins intensifs. Alors, je me suis dit que j'ai fait le choix de Alzheimer pour vous faire la présentation. C'est parce que, je suis également professeur à l'université de Brockport upstate New York, Rochester, et aussi à l'université, la faculté de médecine de North Dakota. Alors, je me suis dit que j'ai fait de la télémédecine en Haïti tout le vendredi et le samedi, et je reçois pas mal de cas de Alzheimer, mais qui ne sont pas et qui n'ont pas été diagnostiqués pendant bien des temps. Et ce qui veut dire que il y a beaucoup de différences dont ces personnes-là pourraient y avoir une vie meilleure ou améliorée si que le diagnostic a été fait un peu d'avance. OK? Alors, la première chose donc j'aimerais commencer avec vous, c'est pour faire la différence entre ce qui est la démence et l'Alzheimer. Alzheimer. La démence est un terme général utilisé pour décrire un ensemble de symptômes liés à la perte de fonction cérébrale, tels que la perte de mémoire, la confusion, les difficultés de raisonnement. Alzheimer, d'autre part, est une maladie spécifique qui est la cause de la plus fréquente euh, 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 de démence, la plus fréquente de démence. Elle se caractérise par des changements cérébraux spécifiques tels que l'accumulation des plaques de protéines et de déchets cellulaires dans le cerveau. Donc, Alzheimer est une forme spécifique de démence. On pourrait dire que cette personne a des démences à cause qu'elle souffre de l'Alzheimer. OK? Alors, en gros, il y a beaucoup de maladies qui peuvent avoir des symptômes de démence. Et Alzheimer est l'une de ces maladies dont on peut avoir des démences à cause de l'Alzheimer. Tout d'abord, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui provoque une perte progressive de la mémoire, des capacités cognitives, de l'indépendance. Les symptômes incluent la confusion, les troubles de la parole, la désorientation et les changements de personnalité. Et, et ensuite, les comportements associés à la démence et à la maladie d'Alzheimer peuvent être similaires, mais il y a quelques différences. Les personnes atteintes de la maladie Alzheimer ont tendance à avoir des problèmes de mémoire plus graves et une détérioration progressive des capacités cognitives. Elles peuvent également éprouver et, des difficultés avec des tâches quotidiennes telles que de s'habiller ou de se nourrir. Alors, vous pouvez dire qu'une personne qui avait l'habitude de tout faire toute seule, par exemple, une personne qui a l'habitude de se lever le matin, de prendre sa douche ou des choses comme ça, ah, voilà que cette personne-là n'est plus capable de faire ces choses-là toute seule. Là, avec ça, on peut avoir la suspicion que c'est le début d'Alzheimer. Elles peuvent également éprouver des difficultés et, d'atteinte des choses comme, par exemple, les mémoires courtes. Par exemple, euh, je suis entré à la maison et je suis avec ma grand-mère. Elle m'a vu et elle dit, Ah, Joey, comment ça va? Bon, et tout cela. Je me suis sorti, je retourne à la maison encore, et elle pourrait me dire, mais Joey, quand est-ce que tu es entré à Port-au-Prince? Je ne savais pas que tu étais dans le pays. Tu vois? Alors, c'est cette perte de mémoire courte. Assez souvent, surtout dans le début du stade de Alzheimer, la personne peut avoir de bonnes mémoires quand il s'agit de longues mémoires. Par exemple, à quelle école qu'elle a été, à quelle école qu'elle a étudié et à quel âge qu'elle se fait marier et tout ça. Alors, c'est surtout la mémoire courte.
Alors, bien sûr, les personnes atteintes de démence peuvent avoir des symptômes similaires aussi. Alors, des hallucinations et des troubles de sommeil, des choses comme ça. Mais il est important de consulter un spécialiste. Mais voilà, avec la maladie d'Alzheimer, euh, il est beaucoup plus fréquent chez les personnes les plus âgées. OK? Les facteurs de risque incluent l'âge, les antécédents familiaux de la maladie, ainsi que les facteurs de mode de vie tels que le tabagisme, euh, la sédentarité, une mauvaise alimentation, et en raison de facteurs génétiques, des raisons de facteurs génétiques ou des conditions médicaux sous-jacentes. Alors, c'est-à-dire, voilà, si nous avons, par exemple, une personne qui fume, une personne qui prend beaucoup d'alcool et des choses comme ça, une personne mal nourrie, alors si cette personne-là a des gens de sa famille génétiquement, dans l'arbre génétique, il y a des personnes auparavant qui souffrent d'Alzheimer, les risques de cette personne d'avoir l'Alzheimer est beaucoup plus élevé que les personnes ordinaires. OK? Alors, c'est pour cela. Aussi, pour éviter l'Alzheimer, il faut bien nourrir, il faut éviter de fumer et de fumer toutes sortes de choses, que ce soit le cigarette, le marijuana, tout ça, il faut tous éviter. Mais il faut dire aussi que la cause exacte de la maladie d'Alzheimer n'est pas entièrement connue. Mais on sait qu'elle est liée à des modifications dans le cerveau, notamment l'accumulation des plaques amyloïdes et des débris cellulaires. OK? Il n'existe actuellement aucun traitement curatif pour la maladie, mais il existe des médicaments pour aider à atténuer les symptômes. Il est important aussi de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer le plus tôt que possible. OK? Il faut, c'est pour ça que je me suis dit que je voulais faire la présentation sur l'Alzheimer, parce que les malades que j'ai reçus, alors si ces patients-là ont été diagnostiqués avec l'Alzheimer dans une étape moins avancée, on pourrait faire beaucoup de choses pour aider ces maladies. OK? Alors, avec un diagnostic qui est fait beaucoup plus avant, on peut faire des examens et des scanners, des choses comme ça. OK? Alors, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer implique généralement une évaluation complète de la santé mentale et physique. Il faut faire une évaluation complète de la santé mentale et physique. Des antécédents médicaux, des tests neuropsychologiques, des examens d'imagerie cérébrale et parfois des tests génétiques. Il est important de consulter un spécialiste aussi à ce domaine. On parle d'un neurologue. Mais pour nous autres, les internistes, ou vous autres aussi qui sont des généralistes, c'est vous qui vont premièrement faire l'évaluation afin de référer le patient à un neurologue. Mais surtout, les internistes, les généralistes sont eux qui peuvent confirmer et beaucoup de fois l'Alzheimer. Une fois que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est confirmé, il est important de mettre en place un plan de traitement personnalisé. Cela peut inclure des médicaments pour aider à gérer les symptômes. Alors, ce qui arrive, surtout pour nous autres en Haïti, même ici aux États-Unis, alors, il y a beaucoup de généralistes, il y a beaucoup d'internistes aussi qui prend en charge le traitement pour l'Alzheimer. Alors, ce n'est pas un traitement curatif, mais on parle d'un traitement pour que la personne puisse avoir une vie améliorée. OK? Alors, surtout pour vous autres en Haïti, je sais, parfois faire référer, surtout de nos jours, le patient à un neurologue, c'est hyper difficile par rapport avec la, la situation sociopolitique d'un pays. OK? Alors,
Cela peut inclure des médicaments pour aider à gérer les symptômes, des thérapies cognitives et comportementales pour aider à améliorer la qualité de vie et des interventions non médicamenteuses telles que l'exercice physique, une alimentation saine pour soutenir la santé du cerveau. Il est également essentiel d'avoir un bon système de soutien familial et médical pour aider à faire face aux défis de la maladie. Maintenant, les signes à surveiller pour détecter la maladie d'Alzheimer sur le comportement d'une personne incluent une perte de mémoire significative qui affecte leur vie quotidienne, des difficultés à accomplir des tâches habituelles, une confusion dans les situations familières, des changements de personnalité, des problèmes de langage et de la compréhension, ainsi des troubles de l'humeur ou un comportement. Il est important de consulter le spécialiste une fois avoir ces symptômes. Par exemple, euh, j'ai eu une patiente, un membre de la famille qui s'est présenté avec la patiente en disant que, docteur, je pense que ma mère est bipolaire. Je lui demande, mais pourquoi vous dites que vous pensez qu'elle est bipolaire? Et elle a dit qu'elle a complètement un changement de comportement. Mais je lui demandais de m'expliquer comment est ce changement. Ensuite, elle m'a dit, voilà, c'est que le changement qui est avec ma mère, c'est que je la reconnais plus. Elle n'est plus la même personne. Euh, elle est souvent fâchée. Elle est souvent, elle dit des choses qui me fait pas plaisir. Elle a l'habitude, je le donne à manger. Ensuite, elle me dit, ah, je n'aime pas cette chose, je ne veux plus manger cette chose. Cessez de me donner cette chose. Alors, la différence, c'est que la personne qui est bipolaire a des changements temporaires. Ça vient et va. Mais avec l'Alzheimer, c'est différent. Ce changement de comportement est presque n'est pas temporaire. Et c'est ça la différence. OK? Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie complexe, dévastatrice, qui nécessite une meilleure compréhension et des efforts de recherche pour trouver des traitements efficaces. Il est crucial de sensibiliser et de soutenir les personnes touchées par cette maladie et de continuer à travailler ensemble pour lutter contre cette maladie dévastatrice. Maintenant, il faut bien expliquer à la famille parce que pour aider à cette personne, il faut aussi faire de l'éducation à la famille, la personne proche de cette personne, pour qu'ils comprennent comment les comportements de cette personne. Par exemple, il faut avoir beaucoup de tolérance. Il faut avoir beaucoup de tolérance envers la personne qui souffre d'Alzheimer. Il est important aussi que la personne vous dise quels sont les comportements, dise au médecin quels sont les comportements spécifiques à cette personne qui souffre de l'Alzheimer, parce qu'il y a des médicaments qu'on peut donner aussi pour aider avec ces symptômes. Alors, par rapport à les symptômes spécifiques de cette personne. Maintenant, il y a beaucoup de recherches. Il y a des recherches très prometteuses et on pense déjà qu'il y a des médicaments qui sont dans l'essai avec le FDA, le Food and Drug Administration aux États-Unis. Il y a aussi des médicaments qui sont en essai en Allemagne et en Belgique aussi, qui sont très prometteurs. Le progrès le progrès de la recherche sur la maladie d'Alzheimer sont essentiels pour trouver des traitements plus efficaces à l'avenir. En comprenant mieux les mécanismes sous-jacents de la maladie, les chercheurs peuvent développer une nouvelle approche thérapeutique et ciblée. Cela pourrait inclure des médicaments visant à réduire l'accumulation des plaques amyloïdes ou à protéger les neurones du cerveau. N'oublie pas que la cause, alors ce qu'on trouve qu'avec les gens qui souffrent d'Alzheimer, c'est l'accumulation
des plaques amyloïdes. Alors, comment peut-on faire pour réduire ces accumulations-là? C'est par rapport à cela qu'on peut commencer à avoir des médicaments curatifs pour, euh, pour le traitement de l'Alzheimer. Maintenant, la mise en œuvre plus fréquente de mesurer le dépistage sensible peut aider à évaluer de manière proactive la présence des symptômes de MCI ou de démence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des évaluations qu'on peut faire. Alors, on peut effectuer une évaluation qui s'appelle mini-cognitive. Mini-cognitive. J'espère vous envoyer une vidéo parce que ça va prendre beaucoup de temps d'expliquer parce que c'est tout un séminaire qui prend des heures de temps pour expliquer les évaluations cliniques comme les mini-cognitives. Alors, Aïcha, ce que je pense faire, c'est de vous envoyer une vidéo comment faire l'évaluation sur le mini-cognitive cognitive que vous pouvez partager avec le groupe. Comme ça, ils peuvent Sans apprendre problème. comment, comment est affectée cette évaluation. Je pense que pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai subi de plusieurs séminaires et conférences sur ce domaine et il y a un certificat qu'on vous donne aussi sur ce domaine. Alors, j'espère pouvoir le faire aussi avec ce groupe. Et comme je vous ai dit la fois dernière que je serai à- au Cap Haïtien pour pour la fin du mois de juin, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi et donner des séminaires. Je serai à la faculté de Limonade, à la faculté de médecine de Limonade. S'il y a des personnes qui aimeraient participer, qui sont au Cap Haïtien, ils peuvent vous communiquer et puis comme ça, je pourrais leur faire l'invitation. OK? Alors, pour continuer. Les troubles cognitifs légers et qui aussi des troubles de la démence légère sont caractérisés par des preuves objectives des troubles cognitifs. Les principales distinctions entre les troubles cognitifs légers sont sont impliquées d'une interférence substantielle avec dans la vie quotidienne qui sont évidentes. Alors, c'est là que nous allons voir que on fait des scanners. OK? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager avec eux les scanners, comme ça pour les expliquer? OK, voilà. On utilise un système qui s'appelle amyloid scan, des scanners amyloïdes. N'oubliez pas que je viens de vous dire qu'est-ce qu'on cherche. On recherche les plaques, l'accumulation des plaques amyloïdes. C'est ça qui nous dit que, bon, voilà, avec ces plaques-là, ces personnes peuvent avoir un diagnostic confirmatif d'Alzheimer. Alors, si vous regardez la différence qu'il y a entre ce qui est le scanner négatif et le scanner positif, OK? Alors, avec les plaques amyloïdes dans le positif, c'est beaucoup plus illuminé. Vous voyez la différence? Alors, j'espère que Aïcha peut regarder cette image pour vous et pour que vous pouvez mettre ça dans votre archive. Alors, ça vous montre la différence lorsque vous pouvez envoyer parce que je crois que l'hôpital universitaire de Mirebalais. Vous pouvez envoyer vos patients à faire les examens là-bas. Et aussi, il y a à Bernameuse aussi, et il y a Biomed à Canapé Vert aussi. Donc, à Canapé Vert Port-au-Prince, Med Center alors, je voulais dire Med Center à Canapé Vert à Port-au-Prince. Donc, vous pouvez vous envoyer vos patients à faire ce genre d'examen. OK? Merci, Aïcha. Vous pouvez enlever maintenant. OK. Alors, maintenant, on a parlé des médicaments qui peuvent être utilisés pour, pour réduire la dégénération de la maladie.
Alors, dans ce cas, on parle d'initiation de plus précoce, une gestion informée de la maladie. C'est les médicaments, les ISRS, qui sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Je le répète, les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. OK? Alors, ce sont ces genres de médicaments-là qu'on peut prescrire à les patients. Pour exemple, il y a la cétraline, qui a le nom de commercial Zoloft. Il y a aussi la paroxénitine, aussi, qui a le nom commercial, qui est le Paraxil. Et il y a le citalopram. Citalopram, c'est un médicament que c'est un peu difficile à retrouver en Haïti. Alors, tous ces genres de médicaments ne sont pas trop faciles à retrouver, mais souvent, je le retrouve. OK? Ce sont des médicaments qu'on peut utiliser pour aider avec la dégénération de la maladie. Il y a aussi la galantamine, qui est un peu plus fréquent, plus facile à retrouver en Haïti. Il y a la rivastigmine, il y a aussi la donépézil. OK? Mais là, la donépézil et la rivastigmine, ce sont des inhibiteurs de cholestérase. OK? Alors, qui peuvent aider. Alors, ce que je peux faire, je peux partager avec Aïcha euh, ces médicaments-là. Et comme ça, vous aussi, vous pouvez faire vos propres recherches. Et là, comment est-ce que vous pouvez prescrire ces médicaments, le dosage et tout cela. OK? Maintenant, il est important de fournir une explication des causes sous-jacentes des signes et symptômes pour que les patients euh, peuvent savoir ce qui se passe eux-mêmes. OK? Alors, mais ces explications-là, c'est mieux de les fournir avec les familles, les proches de ces patients pour aider les patients à soigner et participer et que les patients aussi peuvent participer à l'élaboration de plans de soins avancés avec leur famille. OK? Maintenant, il y a un autre scanner aussi, OK, qu'on utilise, mais le scanner que vous venez de voir, c'est un scanner qui s'appelle Amyvid, le scan Amyvid. AMYVID. Alors, lorsque vous voulez faire une prescription pour un scanner pour vos patients qui souffrent d'Alzheimer, alors je vais partager ces notes aussi avec Aïcha. Vous allez faire une prescription pour un scanner qui c'est Scan Amyvid. C'est un scanner spécifique qui est utilisé avec un scanner de tomographie pour émission de position TEP pour montrer si des niveaux élevés de plaques qui sont une accumulation de protéines appelées bêta-amyloïdes se trouvent dans le cerveau. Alors, c'est comme ça. Vous allez envoyer vos patients à faire un scanner qui s'appelle Scan Amyvid. Et ce scanner-là, c'est pour montrer si des niveaux élevés de plaques d'accumulation de protéines bêta-amyloïdes se trouvent dans le cerveau. Alors, c'est la façon la plus facile pour moi avec aussi les signes et symptômes cliniques de la personne. Euh, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de fausses diagnostics d'Alzheimer. OK? Il y a peut-être des personnes qui souffrent de cette maladie ou des personnes qui ont eu peut-être euh, un traumatisme, qui peuvent affecter le cerveau pendant quelques temps. Et assez souvent, il y a des personnes, des membres de famille qui pensent, bon, c'est un cas d'Alzheimer, alors là, on ne peut rien faire. Non, 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 c'est pas le cas du tout. Il faut jamais penser que une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, qu'on peut rien faire pour cette personne. Non, comme vous venez de voir, il y a des médicaments pour aider avec la dégénération. Mais à part les médicaments,
il y a des comportements donc la famille peut avoir. OK? Alors, il est très important, c'est que la personne, et c'est quelque chose qu'on doit, c'est pour ça qu'il est important de faire des émissions de la radio un peu partout, de dire aux gens, si vous avez un membre de famille, donc vous croyez qu'il peut-être souffre de la maladie d'Alzheimer, au début de la maladie d'Alzheimer, il faut aller voir un médecin tout de suite pour qu'on puisse faire un diagnostic confirmatif et à partir de cela, pour donner des médicaments. Les médicaments dont je vous ai signalé, ces médicaments vont aider à réduire la dégénération de cette maladie. Ce qui veut dire que la personne qui souffre d'Alzheimer va de mal en pire. Mais ce mal en pire peut aller ainsi, n'est-ce pas? Mais avec ces médicaments, ça peut aller un peu, vous voyez, ça peut descendre l'échelle, va être beaucoup plus lent. Alors, ce qui veut dire que la personne peut avoir une vie prolongée et avec beaucoup plus de qualité. OK? Il est important de rester informé des dernières avancées dans le domaine de la recherche de la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup de recherches qui prennent forme et je pense que peut-être pour l'année 2025, on va avoir des nouveaux médicaments qui peuvent encore aider beaucoup plus à, à la dégénération. On dit que, bon, il y a des chercheurs qui disent que d'ici 2020-2030, ils vont avoir des médicaments définitifs pour le traitement curatif de la maladie Alzheimer. Alors, j'espère que ce serait vrai. Alors, c'est pour cela aussi, il est très important de rester un peu à point avec, avec les recherches. Aïcha, donne-moi 5 secondes. J'ai mon chien qui fait des bruits, Pas de alors. problème. Pas de problème. OK, je m'excuse. Il est hyper sensible pour les attentions. OK. Alors, pour continuer. Alors, quand il s'agit d'Alzheimer, qui est une maladie dégénérative, il faut bien expliquer à les proches de cette personne que oui, que cette personne va de mal en pire. C'est-à-dire, ici, ils ont l'habitude, c'est une chose que moi, je ne recommande pas. Ils ont l'habitude de mettre des personnes dans les asiles de vieux, ce qu'on appelle les nursing homes, lorsqu'ils commencent à avoir les symptômes d'Alzheimer. OK? Alors, euh, si vous prenez une personne qui souffre d'Alzheimer, vous le mettez dans une telle situation, ça va empirer. La dégénération va être beaucoup plus rapide parce que cette personne va avoir la manque de compagnie, la manque euh, de socialisation va permettre que cette personne va avoir des hallucinations. Et aussi, cette personne ne va pas avoir des personnes proches qui le comprennent et qui l'aident avec sa vie quotidienne. C'est complètement différent. Je sais qu'en Haïti, il n'y a pas beaucoup d'asiles. Il y a pas mal, il y a un peu d'asiles, mais il y a pas mal d'asiles pour les vieux. Alors, c'est une chose que je ne recommande pas. Ce serait mieux que cette personne reste avec leur famille, qui leur comprennent, qui savent comment gérer la maladie. Parce que le traitement avec l'Alzheimer ne se fait pas seulement avec le médecin, mais avec aussi les membres de la famille. C'est pour ça qu'il est hyper important que les membres de la famille ils comprennent c'est quoi l'Alzheimer et quel genre de comportement. Maintenant, n'oubliez pas. Alors, nous allons faire un rétrospectif de ce qu'on vient de dire. OK? Et ensuite, on va commencer à poser des questions s'il y en a. OK. N'oublie pas comment éviter l'Alzheimer. Alors, euh,
On sait que, par exemple, il y a des facteurs génétiques, on ne peut rien faire pour cela parce que si c'est génétique, c'est quelque chose, voilà, vous allez hériter de votre famille. Mais si vous avez, il faut éviter le tabagisme, éviter de fumer, et toutes sortes de choses. Il faut se nourrir, réduire le taux d'alcool. Je ne vous dis pas de ne jamais prendre l'alcool, mais vous savez, il faut être très modéré. OK? Le sport, mesdames et messieurs, je vais vous dire, vous ne savez pas le bien que le sport, ça se fait. L'exercice. L'exercice fait du bien, pas seulement pour les gens qui souffrent des maladies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, mais aussi pour l'Alzheimer et beaucoup d'autres maladies neurodégénératives. OK? Vous allez avoir des neurones beaucoup plus éveillés lorsque vous faites des exercices. Il est très important de faire de l'exercice. C'est une manière aussi d'éviter ces genres de maladies. C'est pour ça, lorsque vous allez donner des raisons pour lesquelles vous devriez faire le sport à vos patients, c'est une autre raison. OK? Maintenant, on sait déjà, bien sûr, que l'Alzheimer, ça s'atteint beaucoup plus fréquent chez les vieux, chez les personnes vieillissantes que les jeunes. C'est-à-dire, la plupart des jeunes, des personnes qui commencent à avoir des symptômes de Alzheimer sont des jeunes qui sont dans des âges de 70 et plus élevés. Mais, c'est très rare, mais on a eu des cas des personnes dans les années 50, dans les de 50 ans en plus, qui souffrent d'Alzheimer. On a trouvé des cas, mais qui sont rares, mais ça existe. OK? D'autres choses. Euh, Parfois, il est important d'avoir, et il y a parfois des fausses négatifs aussi avec les examens de scanner. OK? Alors, c'est pour ça, il est important de combiner les signes et symptômes de, euh, du patient en combinaison avec les résultats pour avoir un bon diagnostic de la maladie. OK? Et par contre, il est important d'avoir pas une seule consultation, mais plusieurs consultations. Moi, euh, je pourrais dire que je prendrais au moins 3 consultations avant de diagnostiquer, même avec le scanner, avant d'avoir un diagnostic confirmatif d'Alzheimer. OK? Alors, voilà, en conclusion, c'est ça. OK? Maintenant, je suis prêt à vous entendre et si vous avez des questions. Alors, Aïcha, Oui, alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer les médicaments. Je vais vous envoyer aussi les différents scanners et pas de je vais problème. aussi, à part de ces images, je vais vous envoyer d'autres imageries aussi, d'autres images que vous pouvez partager avec les groupes et qu'ils peuvent mettre dans leurs archives. Et aussi ceux qui sont intéressés. Je pense que vous avez mon numéro de téléphone, n'est-ce pas? Et oui, je pense, je vais vérifier. Ouais. J'ai le numéro que j'utilise en Haïti. J'ai un autre numéro que j'utilise euh, euh, quand je suis À aux l'étranger. à OK. l'étranger. Bon, vous pouvez partager le numéro, juste le numéro qui est à WhatsApp et qu'on peut vous envoyer un message. Et je voulais demander aux résidents de votre côté, vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions maintenant, je peux quand même prendre des questions après.